Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Meikol Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 148e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de la jeunesse couplée au lancement du projet Include. Le thème retenu pour la commémoration de cette année est l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Le compte rendu avec Ali Sissé, Ibrahim et Sadoudoumi. Cette célébration de la journée internationale de la jeunesse couplée au lancement du projet Include a débuté par l'exécution de l'hymne national suivi par la présentation d'un slam qui fait l'éloge de la jeunesse. Ainsi ce fut au tour du gouverneur de la région de Niamey, Hassan Karanta, de prendre la parole pour situer le contexte de la création de la journée internationale de la jeunesse. Comme vous le savez, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la conférence mondiale des ministres de la jeunesse tendant à faire du 12 août la journée internationale de la jeunesse. Le thème de cette année, l'engagement des jeunes pour une action mondiale, nous interpelle sur l'amélioration de la représentation des jeunes et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle de notre pays. Intervenant à son tour, le président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoud, a félicité et salué le dynamisme de la jeunesse nigérienne. Je voudrais vous féliciter de votre engagement et du sérieux avec lequel vous êtes en train d'instaurer une dynamique à Niamey, une dynamique au Niger d'une manière générale. Je vous remercie particulièrement de votre implication au programme Niamey-Niala que le président de la République a initié. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans la vie de Niamey qui ont apporté un changement important, significatif. Quant au président du Conseil national de la jeunesse, Ali Oumarou, il a relevé la nécessité pour les jeunes de s'engager dans la lutte politique. Si vous ne voulez pas pleurer sur votre sort, le 12 août prochain, l'occasion qui s'offre à vous, c'est de vous mobiliser pour investir les partis politiques, chers amis. Le seul et véritable changement qu'on peut apporter, c'est en nous engageant en politique. Je peux vous assurer que si vous refusez de faire la politique, elle vous fera. Et je le dis en toute sincérité, nous sommes à peu près 80% de la population nigérienne. Il n'est plus question que nous continuions à mendier des quotas. Il n'est plus question que nous continuions à mendier des postes électifs et nominatifs parce que nous sommes les plus nombreux. Pour sa part, le directeur d'Oxfam Niger par intérim Ali Chiroma décline les objectifs visés par le projet Include. Cette activité s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du projet Include au Niger, qui sera financé par Oxfam à hauteur de 85 758 €, soit 56 253 560 francs CFA. L'objectif de ce projet Include est de promouvoir le processus basé sur les données probantes d'élaboration de politiques et de développement inclusif en Afrique. Et plus particulièrement, nous allons essayer de l'expérimenter
dans notre pays, au Niger. Procédant au lancement de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le ministre de l'Entrepreneuriat, Bourema Suleiman, a précisé l'engagement du gouvernement à soutenir la jeunesse. Le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, et la conduite éclairée et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort en vue de soutenir cette jeunesse et en faire d'elle le véritable fer de lance du développement économique de notre pays. Le ministre Bourema Suleiman a également salué le protocole d'accord qui lie le Conseil national de la jeunesse et l'organisation non gouvernementale Oxfam Niger et les assure du soutien des dirigeants. Enfin, il est à noter qu'un témoignage de satisfaction a été décerné à Mme Sidi Aslama, directrice sortante d'Oxfam Niger pour le service rendu par le Conseil national de la jeunesse. Occasion saisie par Mme Sidi Aslama pour émettre le souhait de voir les femmes au devant de la scène à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse de l'année prochaine. Lancement ce matin des activités de la deuxième édition du Youth in Agri-Business Forum YAFO Niger 2020. Ce forum des jeunes dans l'agri-business est organisé par le réseau AgriProFocus en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat des jeunes. Suivez le compte rendu. C'est en marge de la Journée mondiale de la jeunesse que le réseau AgriProFocus organise la deuxième édition du Youth in Agri-Business Forum YAFO Niger 2020 sous le thème « Quelles mesures d'accompagnement pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de la COVID-19 au Niger ?» En effet, AgriProFocus est un réseau fonctionnel et innovant qui œuvre pour mettre l'agribusiness au service du développement. Ce YAFO, qui est un cadre de donner et de recevoir, cadre parfaitement avec le mandat du réseau AgriProFocus d'une part et d'autre part avec la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces derniers représentent 75% de la population nigérienne. Aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires, mesdames et messieurs, mais des leaders, des partenaires essentiels pour trouver des solutions aux défis auxquels ils doivent faire face. Alors, il est temps d'investir dans cette jeunesse et ainsi tirer parti du dividende démographique qui est l'un des investissements exponentiels à long terme les plus rentables que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers doivent faire pour tendre vers un avenir sûr, sans danger et prospère pour tous, surtout dans ce contexte particulier. Procédant au lancement des travaux de ce forum, le ministre de l'Entrepreneuriat des jeunes a souligné les objectifs du YAFO 2020 ainsi que son importance. Le forum des jeunes dans l'agri-business a pour objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes, identifier les opportunités qui s'offrent aux jeunes au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat des jeunes et des partenaires techniques et financiers, partager les difficultés rencontrées par les jeunes pendant la pandémie du Covid-19, identifier des solutions d'appui avec les jeunes et pour les jeunes en période de crise comme celle de la Covid-19. S'engager pour un plaidoyer en vue de prendre en compte les jeunes entrepreneurs dans le cadre des réponses aux crises comme la pandémie de Covid-19. De par ces enjeux stratégiques, le Forum des jeunes dans l'agribusiness s'inscrit dans une logique d'accompagnement et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pourquoi sa première édition tenue en 2019 a suscité chez les jeunes et les partenaires un engouement certain, les amenant ainsi à recommander vivement la poursuite de l'événement en vue de toucher plus de jeunes et d'avoir un impact collectif. Durant cette journée, des panels seront animés autour des opportunités entrepreneuriales des jeunes dans l'agribusiness,
des stratégies de résilience en période de crise et les mesures d'accompagnement des jeunes malgré la COVID-19. La salle de réunion de l'USTN a servi de cadre ce matin à une conférence organisée par le Comité national des jeunes travailleurs en marge de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème retenu cette année, les jeunes travailleurs de l'économie informelle et la COVID-19, quelle alternative pour la riposte? Le compte rendu avec Asma Oseidou et Cheb Kisso. Mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes enrichit les institutions et les processus, aussi mettre en relief l'attention toute particulière que méritent les jeunes en général et ceux de l'économie informelle en particulier, tel est l'objectif visé à travers cette conférence initiée par le Comité des jeunes travailleurs de l'Union des syndicats de travailleurs du Niger à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse. Le contexte actuel est dominé par la pandémie du Covid-19. Une pandémie qui échappe pour le moment presque à tout contrôle. Donc à travers cette commémoration, nous voulons apporter d'abord notre soutien aux travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, en particulier, et à tous les jeunes travailleurs qui sont affectés par la pandémie de la Covid-19. Donc à travers notre conférence, nous allons dégager la position syndicale du Comité national des travailleurs et travailleuses de l'USTN qui va lancer un plaidoyer à l'endroit des gouvernements pour que vraiment des stratégies à moyen et long terme puissent être prises afin de vraiment contenir cette pandémie. En prélude, le samedi 8 août, nous avons fait un don de sang au centre régional de transfusion sanguine, ici même à Niamey. Une initiative saluée par le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger. Je me félicite et je remercie beaucoup les jeunes qui se sont mobilisés pour commémorer cette journée internationale des jeunes. Et comme vous le savez, l'USTN regorge de beaucoup de jeunes travailleurs qui ont décidé d'organiser cette activité en vue de commémorer cette journée internationale qui en tout cas veut qu'on se rappelle que la jeunesse est là et que c'est la plus grande richesse que nous avons dans notre pays. Donc il est important que cette jeunesse-là trouve un repère pour pouvoir produire les richesses qui vont permettre à ceux qu'elle reste ici, au lieu d'aller se faire noyer dans la Méditerranée ou dans le désert. Notons que la journée internationale de la jeunesse est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 et est célébrée le 12 août de chaque année. Autre aspect de cette édition, dans le cadre de son projet Agir pour le financement public, la qualité de l'éducation primaire et la formation professionnelle, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAP a organisé ce mercredi à Dosso une journée des municipalités. Précision dans cet élément avec nos confrères de la télévision Canal 3 Dosso. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé ce mercredi 12 août 2020 à l'hôtel Toubal de Dosso un atelier dénommé Journée des municipalités au Niger. Présidé par le coordinateur national de la dite organisation, M. Ali Idrissa, la présente activité rentre dans le cadre de l'exécution d'un projet intitulé Agir pour le financement public, la qualité de l'éducation primaire et la formation professionnelle financée par Danida à travers Oxfam Niger. Véritable cadre d'échange, de réflexion et de plaidoyer pour l'harmonisation des pratiques relatives aux rétrocessions minières et pétrolières dans les collectivités territoriales. Cette rencontre, qui durera 2 jours, permettra également aux participants de réfléchir davantage sur les voies et moyens pouvant conduire à l'intensification de la rétrocession de 15% de l'État vers les collectivités territoriales et son utilisation pour le financement de l'éducation. Après les mots de bienvenue du coordinateur régional ROTAB Dosso et celui du représentant du maire de Dosso, Ali Idrissa a dans son allocution une pensée particulière aux acteurs de la société civile nigérienne incarcérés depuis 6 mois pour avoir tout simplement joué leur rôle. Aujourd'hui, j'aurai une pensée particulière
à nos 3 camarades encore détenus dans les prisons du Niger pour juste avoir voulu manifester contre la corruption au niveau du ministère de la Défense. Ils sont dans leur 6e mois de prison. Nous pensons bien que leur place n'est pas dans ces prisons, mais plutôt dans cette salle pour contribuer au développement de leur pays. C'est pour dire que ces journées de réflexion, c'est pour que nous puissions ensemble voir comment amener le gouvernement à faire la rétrocession systématique des 15%, régulière des 15%, pour que les zones d'exploitation là ne soient pas seulement des zones où on vient prendre et laisser sans qu'ils ne puissent aussi avoir une compensation. Et c'est dans ce sens que nous vous amenions à réfléchir ces 2 jours pour qu'on regarde ensemble comment faire pression pour que le gouvernement verse et aussi comment faire en sorte que nous puissions vous aussi vous accompagner, vous les communes, pour une bonne utilisation de ces 15%, notamment dans les secteurs prioritaires. Pour nous, si on parle de développement, on parle d'abord d'éducation. En procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du président du conseil régional de Dosso a salué les multiples efforts déployés par le retable pour l'accomplissement de sa noble mission. Donc je pense qu'avec ces 2 jours, nous avons assez le temps pour réfléchir et sortir des recommandations qui seront aussi suivies. Donc nous remercions, ils sont déjà remerciés, on continue à les remercier au retable qui a bien voulu organiser, qui a bien voulu instaurer la journée des municipalités. Et il a dit que ça va continuer, ce n'est pas 1 année ou 2 années, ça va être durable. Et nous remercions aussi le DANIDA qui a bien voulu financer ces 2 jours de travaux à travers Oxfam. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de 2 jours à Dosso du 12 au 13 août 2020. Il faut aussi souligner qu'une minute de silence avait été observée par les participants à la mémoire des 6 humanitaires et des 2 Nigériens tombés à courir sous les balles des terroristes. Et puis, ce reportage, ces derniers jours, d'importantes précipitations ont été enregistrées, notamment à Niamey. Des précipitations qui ont occasionné la montée des eaux du fleuve. Une montée qui, malheureusement, est en train de déborder et faisant beaucoup de dégâts pour les exploitants de la rive gauche du Niger. Le constat est signé notre stagiaire de l'IFTIC, Stéphanie. La saison pluvieuse de cette année devient de plus en plus surprenante. En effet, en l'espace de quelques temps, une énorme quantité de pluie est tombée dans la région de Niamey, une situation qui n'est pas sans conséquences sur les cultures. Et c'est le cas au niveau du quartier Kombo de Niamey, où des cultures dans les jardins ont été inondées. La situation, voilà, c'est grave. Il y a beaucoup de plantes dedans qui sont gâtées. Tout là-bas, presque ça vaut 25 par là ou bien 40 comme ça, mais tout c'est gâté. Il y a toujours des salades dedans et des céleri, des menthes, des persils. Mais voilà, c'est gâté. Tout c'est parti en l'air. L'année passée, ce n'était pas arrivé comme ça, mais cette année, c'est gravement arrivé. Face à cette situation de catastrophe, les cultivateurs qui ont leurs champs inondés consécutivement aux pluies abondantes qui sont tombées lancent cet appel à l'endroit des autorités. Comme vous le voyez, l'eau a inondé complètement nos jardins. Même nos motopompes ont été emportées par les eaux. Pour le moment, nous ne disposons d'aucune issue. On s'en remet à Dieu. Nous avons besoin d'une assistance de la part des autorités puisque nos outils de travail ont été abîmés par l'inondation. Surtout que c'est avec ce travail que je subviens aux besoins de ma famille.
Enfin, les autorités, particulièrement celles en charge de l'agriculture, ont le devoir de s'impliquer afin de trouver les solutions aux cultivateurs dont les champs ont été submergés par les eaux. Parlons sport dans cette édition avec les échos de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération nigérienne de sport par personnes handicapées physiques. Des travaux sanctionnés par la mise en place d'un nouveau bureau de l'association. Le compte-rendu avec Ibrahim Abdoutikiré et Chebi Guissou. Au cours de cette Assemblée générale constitutive de la Fédération nigérienne de sport pour personnes handicapées physiques, les participants vont débattre de plusieurs points liés à la vie de l'association. Depuis le déclenchement du processus de mise en place des fédérations nationales du sport paralympique, piloté par la FENISFA, avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et du Sport, nous sommes heureux de nous retrouver ce jour, 12 août 2020, pour les assises de la mise en place de la deuxième fédération de sport paralympique, après celle de la FENISAM, la Fédération nigérienne de sport pour aveugles et malvoyants, tenue le 20 août 2020 à Niamey. Je voudrais donc vous inviter au meilleur choix de vos dirigeants pour l'atteinte de vos objectifs. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, le directeur du sport pour tous s'est exprimé en ces termes. La mise en place de ces fédérations mettra fin à l'existence de votre structure fêtière, la FENISFA, et aboutira à la mise en place dans les prochains jours du Comité national paralympique CNP. Je vous demande pour ce faire un choix judicieux de votre part. J'allais dire le bon choix des hommes et des femmes qui représenteront vos fédérations et qui prendront en compte l'intérêt du Niger et de vos sportifs. Cette assemblée générale constitutive de la Fédération nigérienne de sport pour personnes handicapées physiques sera un point de départ pour la redynamisation du sport handicapé physique au Niger. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Le thème de cette semaine est plainte pénale et ses nuits. Un thème qui sera développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception et au revoir. Plainte au pénal et ses suites. En fait, comme vous le savez, une société humaine est toujours en perpétuel conflit. À partir du moment où il y a des conflits, il y a des agissements des humains, des hommes, qui causent des préjudices à d'autres personnes et dont il appartient au juge pénal de sévir contre le contrevenant à la loi et en même temps réparer le préjudice subi par ces personnes. Donc c'est dans ce cadre, généralement, il arrive à certaines personnes de saisir le juge pénal, donc de porter plainte. Donc la question de savoir, la plainte au pénal et ses suites renvoie essentiellement à trois questions principales. La première question, c'est celle de savoir qui peut porter plainte. La deuxième question, devant quelle autorité porter plainte. Et la troisième question, enfin, c'est de savoir quel sort peut être réservé à une plainte pénale. Donc pour répondre à la première question, celle de savoir qui peut porter plainte, ou si vous voulez en termes de droit, qui peut mettre en mouvement l'action publique, ce que là, c'est une question qui est réglée par l'article 1er du Code de procédure pénale et aussi les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. En tout cas, à travers l'article 1er du Code de procédure pénale, il est dit clairement qu'il appartient aux magistrats et certains fonctionnaires, en tout cas à qui la loi a reconnu ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Et donc, il faut entendre par là, quand on parle des magistrats et de certains fonctionnaires,
Donc il y a une catégorie qui a été listée par le Code de procédure pénale, notamment c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique la police judiciaire, qui est aussi catégorisée par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et notamment les autres fonctionnaires qui ont été aussi prévus par le Code de procédure pénale. Et au niveau des fonctionnaires, généralement, on parle de, quand vous prenez en matière des eaux et forêts, donc les agents des eaux et forêts, en matière douanière, les agents douaniers, à qui la loi a reconnu ce genre de pouvoir. Et de l'autre côté, en dehors de cette catégorie donc des magistrats et des fonctionnaires qui peuvent mettre en mouvement l'action publique, il y a aussi la partie lésée. La partie lésée, il faut entendre là toute personne, qu'elle soit morale ou physique. Donc quand on parle de personne morale, ça peut être l'État, ça peut être une société, ça peut aussi être une association, donc selon les cas. Et de l'autre côté, la personne physique qui peut aussi porter plainte, c'est comme vous et moi. Donc à partir du moment où nous avions subi un préjudice suite à la commission d'une infraction, nous pouvons bel et bien saisir les juridictions compétentes pour pouvoir demander réparation. Relativement à la partie lésée, donc à la personne physique par exemple, qui peut porter plainte, c'est que l'article 5 du Code de procédure pénale a clairement indiqué qu'à partir du moment où la personne lésée a le choix entre saisir les juridictions civiles ou saisir les juridictions pénales, mais à partir du moment où la partie lésée a choisi de saisir les juridictions civiles, c'est qu'elle perd son droit d'aller vers les juridictions pénales. Donc à partir du moment où vous portez votre affaire devant les juridictions civiles, vous ne pouvez plus revenir à la charge pour encore saisir les juridictions pénales. Là, c'est l'article 5 du Code de procédure pénale qui le prévoit. La deuxième question est celle de savoir devant quelle autorité porter plainte. C'est une question fondamentale et essentielle à partir du moment où ça nous permettra de savoir devant quelle autorité se diriger si on a une plainte à déposer. Donc à ce niveau, il y a également d'abord devant les unités d'enquête. Il faut entendre par unité d'enquête que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc le Code de procédure pénale, effectivement, il a clairement indiqué que ces unités peuvent toutefois recevoir les plaintes et les dénonciations. Donc, mais à partir du moment où elles reçoivent, ces unités d'enquête reçoivent des dénonciations ou des plaintes, elles ont l'obligation sans délai d'informer le procureur de la République, parce que comme vous le savez, le procureur de la République, c'est lui qui dirige l'enquête, c'est lui pratiquement le chef de ces unités d'enquête en matière judiciaire. Donc, elles doivent lui rendre compte au fur et à mesure. Donc, à partir du moment où elles reçoivent des plaintes ou dénonciations, elles doivent obligatoirement l'informer sans délai. Donc, en dehors de ces unités d'enquête devant qui on peut toutefois porter plainte, on peut directement se diriger vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Donc, le procureur de la République, effectivement, c'est le Code de procédure pénale qui dit clairement à son article 39 qu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites ou la suite à leur donner. Donc, à partir du moment où il est aussi reconnu ce droit de recevoir les plaintes et les dénonciations et de leur donner des suites, vous pouvez vous diriger directement vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Il arrive aussi au procureur de la République, par exemple, de classer sans suite une plainte. Et quand vous êtes mécontent et que vous estimez que c'est à tort qu'il a pris cette décision, vous pouvez saisir un juge d'instruction pour porter plainte. Donc, c'est ce qu'on appelle plainte avec caution des parties civiles. Généralement, dans la pratique ici, ce que nous faisons, après un classement sans suite, quand vous estimez que les éléments sont là, vous continuez votre procédure, vous saisissez le doyen de juge d'instruction avec une plainte en bonne et due forme pour pouvoir instruire l'affaire et puis renvoyer l'affaire devant le juge. Et de l'autre côté aussi, il existe d'autres autorités devant qui vous pouvez porter plainte en dehors de ces trois catégories. Je veux parler par exemple le cas de la Halcia sur des infractions bien déterminées, notamment en matière de corruption et les infractions assimilées. J'ai parlé de la troisième question à laquelle renvoie ce sujet. C'est notamment relativement au sort qui peut être réservé à une plainte pénale. Le sort qui peut être réservé à une plainte pénale, c'est à des niveaux différents. Le premier niveau, par exemple, à partir du moment où le procureur de la République reçoit
une plainte, que ce soit directement ou bien après une enquête préliminaire au niveau d'une unité d'enquête, il a le choix soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais à partir du moment où il décide de ne pas poursuivre, il fait ce qu'on appelle un classement sans suite. Par exemple, quand il estime que même quand l'infraction est constituée, il n'est pas opportun de poursuivre, il peut toutefois classer sans suite. Et quand il estime que les faits pour lesquels, en tout cas, il a été saisi ne constituent pas une infraction, il peut aussi décider de classer sans suite. Maintenant, de l'autre côté, quand il décide de poursuivre, là, la loi aussi, le code de procédure pénale a catégorisé le mode de poursuite. Il peut toutefois poursuivre en flagrant délit, ce qu'on appelle dans notre jargon FD, flagrant délit, quand les faits sont constants, où on n'a pas besoin de diligenter une instruction ou l'ouverture d'une information. Là, il saisit directement, il expédie, c'est ce qu'on appelle une procédure expéditive. Donc là, on renvoie directement le mis en cause devant le tribunal de flagrant délit pour y être jugé. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est celle qu'on appelle la citation directe ou la voie CD, si vous voulez. Donc là aussi, le procureur a le choix de citer directement le prévenu devant le tribunal pour être jugé. C'est dans ce genre de cas, généralement, vous voyez, par exemple, nonobstant le fait que la personne mise en cause a été poursuivie, mais on la laisse en liberté parce qu'elle a été citée directement, le procureur a jugé utile de ne pas lui décerner mandat. Donc voilà la deuxième catégorie. Le troisième mode de poursuite qui revient au procureur d'en décider, c'est l'information. Par exemple, là, quand les faits sont complexes, ou par exemple en matière criminelle, où c'est obligatoire d'ouvrir une information, le procureur de la République qui reçoit la plainte, qui l'examine, qui l'apprécie, il ouvre une information à travers ce qu'on appelle le réquisitoire introductif pour saisir un juge d'instruction qui, lui, il a la charge d'instruire à charge et à décharge pour chercher à rétablir les faits, à connaître la vérité. Donc, c'est un mode aussi qui est reconnu par notre loi de saisir un juge d'instruction par voie d'information. Et de l'autre côté, il y a une réforme qui a prévu ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et ce qu'on appelle sous d'autres toits le plaider coupable. Et là, c'est une proposition qui est faite généralement par le procureur au prévenu, qui accepte de reconnaître préalablement les faits qui lui sont reprochés. Le procureur lui fait une proposition de diminution de peine. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle réforme, mais dans la pratique, jusque-là, ni le parquet, encore moins les parties, n'en font usage. Donc voilà par rapport à la deuxième question. Maintenant, relativement à la question sur le sort devant, par exemple, le juge d'instruction. Parce qu'après le parquet, le ministère public, une fois que l'information est ouverte, la plainte peut connaître aussi une suite devant le juge d'instruction, qui peut souvent être amené même à refuser d'informer par ordonnance de refus d'informer. Quand il estime que les faits ne sont pas du tout sérieux, il peut toutefois refuser par ordonnance motivée, donc par une ordonnance de refus d'informer. Et de l'autre côté, quand il accepte de faire l'instruction conformément à la loi, c'est que là aussi, et il lui appartient, à partir du moment où il a posé tous les actes nécessaires d'instruction, de tirer une conclusion. Soit de prendre une ordonnance de non-lieu, par exemple quand il estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes qui peuvent être retenues contre l'inculpé, là il prend une ordonnance de non-lieu. Donc du coup, là, la plainte que vous avez déposée à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, elle ne saurait prospérer. Vous ne pouvez pas demander de dommages-intérêts, vous ne pouvez pas gagner quelque chose à partir du moment où il y a un non-lieu qui a été ordonné par le juge d'instruction. Et de l'autre côté, il peut toutefois aussi constater que l'infraction est établie, qu'il y a assez de charges suffisantes contre l'inculpé, et là, il prend une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi veut dire qu'il prend une ordonnance qui renvoie l'inculpé devant le tribunal pour être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est devant ce tribunal que vous pouvez toutefois formuler votre demande en tant que plaignant ou en tant que partie civile. À partir du moment où on vient devant un tribunal chargé de nous juger, et si le juge ou le tribunal estime que
les faits ne sont pas établis, soit l'inculpé ou l'accusé selon les cas est relaxé, acquitté ou est renvoyé pour fin de poursuite, pour fait non établi. S'il est acquitté ou relaxé, c'est que votre demande ne peut pas aussi prospérer parce qu'il y a une corrélation normalement entre le préjudice et la plainte pour pouvoir déterminer les dommages et intérêts. Donc à partir du moment où le prévenu ou l'accusé est relaxé, acquitté, vous ne pouvez pas prétendre à des dommages et intérêts en tant que plaignant. Maintenant, de l'autre côté, si la juridiction pénale estime que les faits sont avérés et qu'elle déclare coupable le prévenu ou l'accusé selon les cas, c'est que là, il est possible pour vous de vous constituer partie civile et de demander de dommages et intérêts par rapport au préjudice que vous avez connu. Deux fois, il faut retenir aussi, il y a certains obstacles qui viennent entraver une plainte ou qui viennent mettre à mal une plainte. Je voulais parler de certains éléments qui peuvent éteindre l'action publique. Je veux parler de la prescription. Par exemple, pour des faits criminels, c'est 10 ans. Après 10 ans, vous ne pouvez pas saisir pour des faits criminels une juridiction pénale. Votre action, elle est prescrite. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre devant une juridiction pénale. De l'autre côté, si c'est en matière correctionnelle, c'est 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, vous plaindre aussi devant des juridictions pénales pour des faits délictuels. Et pour des faits contraventionnels, pour une contravention, c'est 1 an. Donc la prescription, et c'est un obstacle pour une plainte devant une juridiction pénale. En dehors de la prescription, il y a aussi l'amnistie. À partir du moment où les autorités compétentes décident d'amnistier les personnes à qui, en tout cas, sont reprochés des faits, donc l'amnistie aussi entrave toute plainte relativement aux faits reprochés. Donc, de l'autre côté aussi, on peut parler de la transaction, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il est reconnu à certaines autorités, à certains fonctionnaires de transiger, par exemple en matière douanière, pour les eaux et forêts. Là, la loi leur accorde ce pouvoir de transiger. À partir du moment où il y a une transaction qui a été constatée, donc là aussi, on ne peut plus poursuivre, ça met fin à l'action publique. Donc, il y a aussi l'abrogation de la loi. À partir du moment où la loi qui incriminait les faits est abrogée, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas aussi poursuivre les faits ou les personnes à qui, en tout cas, on reproche des faits. Donc, c'est aussi un obstacle pour qu'une plainte puisse prospérer. En dehors de ces catégories ou de ces cas, on peut aussi évoquer le retrait de plainte. Et c'est surtout par rapport à ce cas que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, j'ai retiré ma plainte, mais bon, voilà. Pourtant, le procureur continue encore la procédure. Les gens n'arrivent pas, ou les justiciables n'arrivent pas à comprendre véritablement le sens du retrait de plainte. Et dans quel cas le retrait de plainte peut emporter ou peut mettre fin à l'action publique. C'est dans des cas bien déterminés. Il s'agit notamment en matière de délits privés. Par exemple, des questions de diffamation, d'atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, adultère. Donc dans ce genre de délits privés, quand vous portez plainte, le procureur poursuit. Quand vous ne portez pas plainte, le procureur même ne peut pas poursuivre. Et quand vous décidez de retirer votre plainte, le procureur ne peut plus poursuivre. Mais en dehors de ces catégories de délits privés, dans les autres cas, en tout cas des infractions de droit commun en matière d'escroquerie et tout ce qui s'ensuit, c'est que là, même quand vous retirez votre plainte, ça n'a aucun effet sur la poursuite. Le procureur peut décider de passer outre et de poursuivre parce que là, il s'agit d'une atteinte, en tout cas, à la société. Ce sont des faits qui portent atteinte à la société. Donc voilà, en grosso modo, si vous voulez, certains obstacles qui peuvent entraver le cours normal d'une plainte. Et peut-être même, si on voit loin, on peut aussi évoquer la question de certaines immunités qui sont reconnues à des personnes bien déterminées, notamment l'immunité familiale. Par exemple, un père qui reproche des faits de vol à son enfant ne peut pas saisir des juridictions pénales pour demander à ce que la juridiction pénale condamne son fils pour fait de vol, parce que son fils est protégé par une immunité familiale.
Et de l'autre côté, par exemple, quand vous prenez le cas des députés, où il faut obligatoirement toute une procédure de levée d'immunité pour pouvoir les atteindre, mais là aussi dans des cas bien déterminés, ou des ministres, où il faut une autorisation du gouvernement, ou certains privilèges qui protègent certaines fonctions ou certains fonctionnaires. Et je trouve que quand même, c'est des éléments qui font en sorte que souvent, des plaintes ne peuvent pas prospérer ou ne peuvent pas en tout cas aboutir à leur finalité.